Donc je vais faire une présentation avec Rachid. Alors l'objectif ici, c'est de faire une présentation pour les gens qui ne sont pas familiers avec la paléoclimatologie ou la paléoécologie. On va survoler en fait une série d'exemples dans lesquels on ne rentrera pas du tout dans les détails techniques, mais qui sont juste des illustrations pour montrer ce que peuvent apporter les données anciennes, du passé, alors à plus diverses échelles de temps. Et on se rendra compte que souvent les données du passé peuvent avoir la clé à pas mal de questions vis-à-vis du changement climatique. Alors voilà une diapo passionnante. Il s'agit simplement d'un objet qui est observé à la mauvaise échelle spatiale. Donc si on recule un peu, on se rend compte déjà qu'on voit apparaître quelque chose. Et si on se recule encore, voilà, apparaît tout d'un coup, on est à la bonne échelle spatiale, apparaît quelque chose qui a du sens. Donc bon, c'est un exemple très, très bête, mais qui en fait, on va se rendre compte que par ce simple petit concept bête qui est de prendre du recul, il y a des choses qui apparaissent. Alors, par exemple, ça c'est quelque chose de très parlant, bon, on a déjà vu dans le premier talk, l'histoire du CO2 atmosphérique. Alors ça, ce sont les données mesurées du CO2 atmosphérique, donc c'est la série de Mauna Loa à Hawaï, où on voit l'augmentation depuis les années 60 du CO2 atmosphérique. Donc ok, ça augmente. Mais bon, ça ne parle pas non plus énormément. C'est-à-dire que si on n'avait que ça comme données sur l'augmentation du CO2, ça n'a pas de quoi affoler les foules sur les émissions de CO2 actuelles. Si on prend un peu de recul, donc là en bleu, donc là on est sur les 10 000 dernières années, donc la série de Mauna Loa est ici en bleu, et qui est complétée par des données de CO2 atmosphérique qui viennent de carottes de glace. Là tout de suite, l'image est tout à fait différente. On se rend compte que l'augmentation est extrêmement abrupte, vraiment brutale, d'une amplitude très importante par rapport à l'histoire des 10 000 dernières années. Et si on recule encore un petit peu plus, là on a 400 000 ans de la carotte de Vostok. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'avant, on avait des grandes fluctuations du CO2 atmosphérique qui étaient d'une amplitude à peu près similaire aux émissions de CO2 du XXe siècle. Quand on sait le changement climatique qui s'est produit entre la dernière période glaciaire et l'Holocène, ça donne aussi du sens à ce que peut correspondre cette élévation. Donc voilà, on va passer sur une série d'exemples comme ça. Rachid parlera plutôt des exemples qui ont rapport à la végétation. Et on va se rendre compte je vais essayer de transmettre, vous montrer ce que peut apporter la paléoclimatologie et la paléoécologie. Donc déjà, ça permet de comprendre le système. Donc on revient sur la même carotte, là, c'est la carotte de Vostok, où on a cet enregistrement du CO2 atmosphérique. Et par un autre indicateur, les auteurs ont pu reconstituer les fluctuations de température. Donc là, on s'intéresse aux deux premières courbes, le CO2 en haut et la température en dessous. Bon, ces deux courbes sont parfaitement corrélées. Et là, c'était simplement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, juste en prenant du recul, apparaît de manière extrêmement claire la relation entre le CO2 atmosphérique et la température terrestre. Rachid, c'est à toi. Oui, on va faire cette gymnastique un petit peu. Voilà. Ici, en fait, la première présentation qui a été faite nous a montré qu'il y a deux aspects deux façons d'étudier les changements climatiques. On peut s'intéresser, aux processus, aux variables forçantes, etc. Mais on peut aussi s'intéresser à l'impact des changements climatiques. Et comme le disait Mathieu, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie, impact sur les écosystèmes anciens.
Alors, on a pris ces diapositives en fait pour illustrer un point qui est souvent effectivement difficile pour les gens en général qu'on veut convaincre qu'il y a un changement climatique qui va avoir un impact très fort et qui n'ont pas de recul. C'est très difficile de le réaliser sur une échelle qui est disons de l'être humain. Et ici, on a mis cet exemple. Là, les points rouges, ce sont des sondages à partir desquels on a obtenu des pollens fossiles. Donc là, il y a 13 000 ans. Et ce sont l'évolution des conifères. Et là, c'est l'évolution des arbres décidus pour 3 périodes de temps, 13 000 ans, 9 000 ans et 5 000 ans. Et ce que l'on voit, en fait, c'est vraiment une évolution dans le temps qui est très rapide et qui répond à un changement climatique en Europe de l'ordre de 10 à 15 degrés. Une augmentation de 10 à 15 degrés a totalement modifié le paysage européen en passant, disons, de quelque chose comme, disons, 20-30% de couverts forestiers à quasiment 80% de couverts forestiers avec une mosaïque entre des arbres décidus et des conifères. Je ne sais pas si on a une diapositive là-dessus, mais cet exercice, on peut le faire aussi sur des séries temporelles. Et là, on n'a pas juste cette tendance sur le long terme depuis la dernière période glaciaire. On a une augmentation de 10 à 15 degrés, mais on a aussi la possibilité de voir des événements très abrupts avec des changements dans les écosystèmes qui sont très importants. Je passe à la diapositive. C'est celle-ci. Non. Alors la deuxième chose à laquelle Rachid découvre le diaporama en même temps que vous. La deuxième chose pour lesquelles les données du passé sont très utiles, c'est qu'ils permettent de tester les modèles climatiques. Donc on en a parlé ce matin, les modèles climatiques, ils sont surtout évalués sur la période historique, c'est-à-dire en gros le XXe siècle, mais qui représentent une gamme de changements climatiques relativement restreint, alors que, par exemple, au dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, on avait des changements climatiques beaucoup plus importants et qui peuvent également permettre de tester la capacité des modèles à simuler un climat sous des conditions de forçage complètement différentes. Donc ça, c'est un exercice qui a été fait donc ici, par exemple, pour les températures de l'océan au dernier maximum glaciaire. Donc c'est une figure qui est extraite du dernier rapport du GIEC. Donc vous avez au-dessus les points où ont été reconstitués, donc toutes les carottes marines ont été reconstituées la température de l'océan. Et dans le graphe du dessous, on a donc les reconstructions d'une part pour les moyennes et hautes latitudes, et non, c'est celle-ci, pour les moyennes et hautes latitudes, et pour les tropiques. Ensuite, les autres triangles, donc, ce sont les résultats de tous les modèles qu'on a fait tourner sous les conditions du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire un taux de CO2 beaucoup moindre et des calottes glaciaires très, très épandus. Et donc ce qu'on voit, si on compare, c'est qu'en gros, le refroidissement qui est simulé par les modèles est sous-estimé pour les hautes latitudes et surestimé plutôt pour les tropiques. Donc ça, ce que ça met en évidence, c'est que tous les modèles en général ont une tendance à sous-estimer tous les mécanismes de rétroaction qui ont lieu au niveau des pôles. Donc voilà un exemple de l'utilité des données paléoclimatiques. Alors dans l'exemple suivant, ça va être pour toi, on utilise cette fois des données de végétation qui vont servir. Oui, cet exemple est assez intéressant parce que ce matin justement il y avait une question dans la salle qui concernait pourquoi on ne prend pas un seul modèle mais plusieurs. Il y a quelques années, on avait, à partir de données fossiles, fait des reconstitutions de plusieurs variables climatiques, c'est les températures du mois le plus froid, le cumul de températures supérieures à un certain seuil, etc., pour la période de 6000 ans.
Alors le but de ces reconstitutions climatiques à cette période-là, c'était bien sûr de voir s'il y a des changements par rapport à l'actuel. Mais l'intérêt de cette reconstitution à cette période-là, c'est qu'il y a un programme international qui s'appelle PEMIP, dans lequel on teste et on valide les modèles climatiques. Alors, cette reconstitution climatique qu'on avait fait à l'époque, là je n'ai pris que la variable des températures du mois le plus froid, a été utilisée versus tout un ensemble de modèles climatiques. Il y en avait une vingtaine, 22 à peu près, qui ont bien sûr, comme vous pouvez le voir, des résolutions spatiales différentes. Et la question était pourquoi on les prend, parce qu'effectivement, comme ils sont basés processus, il y a les problèmes d'ennuagement, il y a tout un ensemble d'équations thermodynamiques qui sont, disons, différentes d'un modèle à l'autre, les résolutions spatiales sont différentes, et ce qui était intéressant à l'époque, et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce que actuellement on n'a pas un seul modèle qui simule de manière, disons, assez précise, entre guillemets, les observations. Alors ici, on a ce contraste, par exemple, je n'ai pris que cet exemple-là, un contraste de température entre la péninsule ibérique et la Russie, c'est un contraste très, très net. Or, dans les modèles climatiques, il n'y a que deux modèles, notamment celui de Paris, le LMCE, qui simule ce contraste-là à 6000 ans. Bien sûr, ces modèles climatiques sont contraints par le taux de CO2 à 6000 ans, par l'insolation à 6000 ans, par tout un ensemble de forçages externes et par des variables qui sont à l'intérieur de l'atmosphère. Cet exemple, c'est juste également pour vous montrer que les données paléo servent à valider des modèles qui sont aujourd'hui utilisés, notamment dans les simulations futures pour l'IPCC. Oui, alors en fait, là également, c'est quelque chose qui a été discuté, qui est vraiment fondamental, c'est les vitesses de migration. Est-ce que les plantes vont suivre le changement climatique? Quelle est leur vitesse? Alors il y a bien sûr plein de modèles théoriques, des observations sur des périodes instrumentales, mais ici, l'exemple que je voulais vous montrer concerne justement cette... Voilà, ici c'est un travail de l'ORI, et ses collègues en 2006, qui donne une idée. Ici, bon, bien sûr, vous avez reconnu les différents scénarios climatiques. Ici, c'est la période, disons, instrumentale, et ici, ce sont les projections à partir de différents scénarios. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont calculé la vélocité du changement de température à l'échelle globale. C'est une espèce de gradient entre l'actuel et les différents scénarios climatiques. Ici, c'est le scénario intermédiaire, un B. Et alors, ce que ça montre ici, c'est la vélocité en kilomètres, la vélocité de changement de température en kilomètres par an. Donc, il y a des zones que vous voyez ici qui peuvent dépasser, c'est entre 1 et 10 km par an de changement de température. Alors, ça c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure à propos des vitesses de migration. Est-ce que justement cette vitesse ou cette vélocité de changement des températures, est-ce qu'on va pouvoir la suivre? Est-ce que les plantes qui nous intéressent vont pouvoir la suivre? L'année dernière, on avait fait cet exercice sur une espèce européenne, c'est le sapin Abies alba. Et bien sûr, il existe dans la littérature, même en paléo, pas mal d'évaluations de ces taux de migration. Mais l'intérêt de cette étude qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a pris, en fait, au lieu de prendre toutes les données paléo, disons, de la dernière période glaciaire jusqu'à l'actuelle de manière brute et calculer le mouvement ou le déplacement des espèces dans l'espace et dans le temps, on a pris en compte disons, les différentes zones qui sont délimitées par un haplotype, différent. Donc ici, les ronds qui sont ici, c'est un haplotype, et les carrés, c'est un autre haplotype. Il y a une zone d'introgression qui se trouve là. Donc en rouge, on a les zones où on a déterminé les zones refuges, c'est-à-dire les zones où, durant la période glaciaire, les sapins se sont réfugiés, ils sont là en rouge. Cette zone-là, bon, on voit que dans les données génétiques, elle n'a pu coloniser que cette partie-là, mais elle n'a pas colonisé ailleurs. En fait, ces données-là nous montrent
deux ou trois petites choses. La première, c'est d'où l'espèce est partie, qu'est-ce qu'elle a colonisé et jusqu'où elle a colonisé. Donc en prenant ce schéma-là qui intègre les données paléo et les données génétiques actuelles, on peut calculer dans toute la zone de distribution du sapin les vitesses de migration par haplotype. C'est ce qu'on obtient ici, depuis 10 000 ans. Et alors, est-ce qu'on observe? Bon, là, c'est l'haplotype qui est en haut, et celui-ci, c'est l'haplotype qui est dans les Balkans et cette zone des Carpates. Alors, ce qu'on observe, et c'est ça, en fait, qui nous intéresse, en fait, à partir des données paléo, c'est une évaluation, une quantification des données, des vitesses de migration. Et ce qu'on observe ici, c'est que cette espèce, qui est de fin de succession, a commencé vraiment à migrer de manière assez rapide à partir de 7-6 000 ans, mais son taux de migration, que ce soit dans le cas de cet haplotype ou de l'autre, ne dépasse guère en moyenne 150 mètres par an. Alors, tout à l'heure, Isabelle parlait du hêtre qui va avoir des problèmes, disons, à migrer vers le nord. Alors, quand on regarde, dans le cas du sapin, en fonction de ses vitesses de migration, et de la vélocité ou de la vitesse de changement de la température dans la zone alpine, qui est de l'ordre de 100 mètres à peu près par an, là, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, je vais lui dire que ce n'est pas vraiment pessimiste pour le sapin, parce que sa vitesse de migration semble à peu près de l'ordre de la vitesse de changement des températures. Donc théoriquement, cette espèce devrait migrer, si elle a de l'espace en altitude et si on ne l'embête pas trop, devrait théoriquement suivre le changement climatique prévu jusqu'à 2100. Je ne sais pas la suite, c'est là. On va encore sauter du coq à l'âne. On va passer à l'exemple suivant qui n'a rien à voir. Alors là, il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Donc ici, on compare les précipitations. On regarde les précipitations en Afrique de l'Ouest et on compare donc les observations qui sont ici avec ce que prédisent les modèles climatiques. Donc on a les modèles climatiques sur la période historique et ensuite les prédictions jusqu'à 2100. Donc les modèles climatiques, ils font bien plein de choses, mais la mousson ouest-africaine, c'est une des choses avec lesquelles ils ont le plus de mal. Donc là, on a quelque chose qui ne colle pas du tout avec les observations notamment. Alors ensuite, on a des prédictions qui valent ce qu'elles valent, mais étant donné les problèmes qu'ils ont à représenter la mousson ouest-africaine, qui est essentiellement liée à des problèmes, je crois, sur les gradients de température dans l'Atlantique tropical, fait qu'il y a une confiance extrêmement faible en fait, dans les prédictions futures pour l'Afrique de l'Ouest, qui est une région, notamment le Sahel, qui est extrêmement vulnérable au changement de pluie. On se souvient, ici, ça c'est la chute des précipitations dans les années 60, les grandes sécheresses des années 70-80, qui a eu des conséquences assez graves. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment aucune idée de ce qui va se passer dans le futur en Afrique de l'Ouest. Alors là, je vais vous montrer ensuite une reconstruction des conditions d'aridité au Sahel sur les 1500 dernières années. Donc ça, c'est un travail en cours. Donc voici, depuis 400 jusqu'à 2000, les conditions d'aridité dans l'ouest du Sahel. Et si on les compare avec les reconstructions des températures de l'hémisphère nord, on se rend compte qu'il y a une corrélation très nette entre les températures de l'hémisphère nord et les conditions d'aridité. Donc à partir de là, rien qu'à partir de cette observation, on est en droit d'extrapoler cette relation qu'on a mis en évidence et de se dire que si les températures continuent d'augmenter comme il est prévu, on doit s'attendre à une augmentation de l'aridité future dans la zone du Sahel. Donc voilà, c'était un nouveau petit exemple pour illustrer le fait que les observations à des échelles un peu plus longues peuvent permettre d'améliorer nos prédictions.
Quelque chose de très théorique, enfin, simplement si on s'intéresse si on utilise les données actuelles pour calibrer la réponse à un système quelconque, à un changement climatique, le présent représente en fait une gamme de variations assez faible, avec laquelle si on va obtenir une calibration qui peut être celle-ci, avec des erreurs assez larges au niveau des prédictions futures quand on extrapole. Mais le passé permettant d'ouvrir de manière très importante la gamme des observations, même si on a des incertitudes très importantes sur les observations, on peut encore toutefois améliorer la calibration et réduire nos incertitudes sur les prédictions. Voilà, je vous laisse avec une petite blague des années 70 quand on a confirmé la théorie de Milankovitch. Merci.